Olivier Thual, bonjour. Vous êtes professeur Bonjour. à l'INPN 7 et président du concours MP des concours communs polytechniques. Une banque d'épreuves, un concours, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Alors avant de présenter les concours communs polytechniques, peut-être qu'il est utile de rappeler que ce sont environ 17 000 élèves des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, les CPGE, qui intègrent chaque année environ 200 écoles d'ingénieurs par la voie du concours. Alors donc les concours communs polytechniques font partie des principaux concours qui vont intégrer dans les écoles ces élèves avec les concours XENS, MINPON, Centrale Supélec et E3A. Et d'ailleurs, les CCP sont le plus gros concours puisque nous accueillons 18 000 élèves pour environ 4 000 places dans une soixantaine d'écoles d'ingénieurs. Donc, comme vous l'avez dit, soit 33 écoles qui participent au cœur du concours et 29 écoles en banque. Et quelles sont à peu près ces écoles? Elles sont réparties sur toute la France? Ce sont des écoles de toute spécialité Alors, tout à fait. Donc, ce sont des écoles de toute spécialité. Alors, je voudrais préciser tout d'abord qu'il ne faut pas confondre concours commun polytechnique avec le concours de l'école polytechnique, l'IX, ni avec les concours Polytech, qui sont rattachés aux universités. En fait, le mot polytechnique du nom du concours est hérité des instituts nationaux polytechniques qui ont fondé ce concours. Et donc, une grande partie des écoles du concours, pas toutes, font partie des INP. Donc elles sont, comme vous l'avez dit, réparties dans toute la France et s'intéressent plutôt à des spécialisations scientifiques sur des sujets divers qui couvrent tous les métiers de l'ingénieur scientifique. Quels sont les prépas concernés par les concours communs polytechniques? Alors les concours communs polytechniques, ce sont plusieurs concours. Le concours MP qui s'intéresse à la filière maths physique, le concours PC qui s'adresse aux étudiants de la filière physique-chimie, le concours PSI, qui s'intéresse à la filière physique et sciences industrielles, et les concours TSI et PT, qui s'intéressent aux filières qui portent le même nom. Et même la filière PC, je crois, se distingue en deux concours. Alors, en effet, on peut coefficienter d'une façon différente, soit la chimie, soit la physique, les épreuves étant communes. Donc, en fonction des écoles que l'on vise, on va donner un poids plus important, soit la physique, soit la chimie. On va revenir aux coefficients. Vous annonciez 4000 places offertes pour l'ensemble de ce concours. On s'aperçoit que chaque année, il y a quelques variantes dans le nombre de places. Alors, si on regarde sur plusieurs années, le nombre de places offertes dans les concours, en général, en CPP en particulier, ne fait qu'augmenter, parce qu'on a une demande croissante d'ingénieurs. Il y a plus de places dans les écoles d'ingénieurs que d'élèves en classe prépa. Quelqu'un qui rentre en classe prépa, c'est exceptionnel, il est sûr d'avoir une école d'ingénieurs. Alors peut-être qu'il aura envie de repasser 2 fois le concours pour avoir une école qui lui plaît plus, mais en gros, on est assuré d'avoir un poste de cadre à l'issue de la formation Bac+5. C'est fréquent ce redoublement Alors environ 20% des élèves, en général, ils ont une école qui leur est proposée, mais bon, ils souhaitent plutôt une autre école que ce qui a été proposé. Et donc, ils vont repasser une année en plus pour améliorer leur score. Voilà. Est-ce que c'est souvent couronné de succès? Forcément, puisqu'on va forcément faire mieux que ce qu'on a fait la première fois. Et en général, dès la première fois, les élèves, sauf exception, ont une proposition. Donc c'est vraiment le fait de dire, bon voilà, je continue à perfectionner mon entraînement pour avoir une école qui me plaît plus, quoi. Voilà. Alors, les prépas ont les yeux rivés sur la nature des épreuves et ces fameux coefficients. Eux-mêmes ont connu cette année, en 2015, de profondes modifications pour aller dans le cadre de la réforme engagée dans les classes préparatoires. Comme vous le dites, donc, il y a eu une réforme dans le programme des lycées qui était suivie, donc, en suivant les élèves, par une réforme de la classe prépa. Et donc en 2015, pour la première fois, nous accueillons des élèves qui ont suivi ce nouveau programme. Donc nous avons adapté nos épreuves à ce nouveau programme. Par exemple, dans les classes prépa, maintenant on enseigne l'informatique, ce n'est pas le cas. Donc on a mis en place des épreuves écrites qui vont évaluer cette matière. Alors, certains concours ont choisi de rajouter une nouvelle épreuve d'informatique, d'autres de la combiner avec l'évaluation d'autres épreuves. Par exemple, le nouveau programme met en avant le décloisonnement entre matières. Donc nous on a suivi cette consigne. Il y a certains concours qui ont mis aussi en place des épreuves de
modélisation, où là on va mélanger plusieurs disciplines. Bon, c'est ce qui se passe dans le métier d'ingénieur, hein. On ne cloisonne pas, on mélange un petit peu tous les domaines, et donc on a suivi l'esprit du concours en ce sens. Bon, je citerai aussi dans la réforme l'évaluation par compétences. Donc on a introduit dans l'évaluation de nos concours certaines compétences qui n'étaient peut-être pas suffisamment présentes précédemment. Par exemple, le fait d'aller chercher de l'information dans un dossier scientifique, ça c'est une compétence que l'ingénieur mobilisera lors de son métier. Et donc ça, on s'est attaché à suivre l'esprit du programme pour mettre en œuvre cette évaluation. Vous l'évaluez comment? C'est à l'écrit? Alors, dans une épreuve écrite de mathématiques par exemple, ou de physique, on va avoir des exercices classiques, mais on va aussi demander d'aller chercher une information dans un document d'une page, de 2 pages, qui servira à la résolution du problème. C'est ce qu'on fait dans le métier de tous les jours. Hein. Voilà. Donc de plus en plus, on va professionnaliser ces épreuves. Alors, je ne vous cache pas que c'est plus difficile que de faire des exercices traditionnels, mais les donneurs de sujets ont joué le jeu, hein, et j'espère qu'on prouvera qu'on a réussi à aller dans cette direction, dans l'esprit du programme. Voilà. Et en tant que créateur d'épreuves, vous faites comment pour rechercher ces textes? Ce sont des enseignants que vous sollicitez? Alors, on sollicite aussi bien donc, des enseignants des classes préparatoires et aussi des enseignants issus de nos grandes écoles. Donc, il y a une espèce de mélange de compétences. Des fois, il y a des binômes qui travaillent ensemble pour faire ces sujets. Et c'est vraiment le lien entre le monde académique, les enseignants, et le monde professionnel, sachant que dans les écoles d'ingénieurs, on est en contact avec les industriels, avec le métier d'ingénieur, sans cesse renouvelé, aussi avec la recherche, puisque les écoles d'ingénieurs sont en contact constant avec des laboratoires de recherche. C'est ce qui fait leur force d'ailleurs. Donc vous insufflez un peu de pragmatisme dans les épreuves, moins d'académisme. Moins d'académisme, mais ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Hein. C'est plus professionnel, ça mobilise plus de compétences que les épreuves traditionnelles. Il faut vraiment faire travailler son cerveau, son esprit scientifique. C'est vraiment l'esprit de... C'est très intéressant de travailler comme ça en fait. Ouais. Les candidats 2015 vont essuyer les plâtres. Vous avez quelques conseils à leur donner? Alors bon, en ce qui concerne les concours communs polytechniques, on recrute dans le milieu du peloton, donc on ne cherche pas à identifier les génies, enfin les élèves extraordinaires. Et donc, en fait, les épreuves ne comportent pas de pièges. Ce sont des épreuves dans lesquelles quelqu'un qui a bien travaillé son programme va pouvoir avoir de bonnes notes. Hein. Donc mon conseil, c'est de travailler le cœur du programme, de faire des exercices, par exemple des exercices issus des annales des concours, qui sont un bon entraînement. Voilà. Il n'y aura pas de piège, y compris avec les nouveaux programmes. Bon, les enseignants des classes préparatoires sont au courant aussi de ces évolutions, et donc entraînent leurs élèves de façon tout à fait conforme au programme et donc au concours que l'on va mettre en place, enfin que l'on a déjà mis en place. Oui. Mais les annales sont accessibles, mais elles n'existent pas puisque ce sont de nouvelles épreuves. Alors, nous avons mis en ligne des sujets zéro, c'est-à-dire des sujets qui préfigurent la nature des épreuves que l'on va poser en mai aux écrits. Hein. Donc on a fait cet effort d'essayer de se projeter pour que les élèves puissent s'entraîner. Donc je les encourage à aller sur le site des concours communs polytechniques, le site CCP. Il suffit de mettre CCP dans le moteur de recherche et d'aller voir les sujets zéro. Voilà. Et comment on s'inscrit à ce concours? Parce que on s'inscrit directement sur ce site ou il y a un site... Ça c'est très facile. Donc il y a le SCEI, hein, le service des concours des écoles d'ingénieurs, qui regroupe les inscriptions à toutes les écoles d'ingénieurs principales de France. Donc il y a un site unique qui permet aussi de faire ses vœux à l'issue des concours pour pouvoir choisir en fonction de son classement. Ça, on y reviendra parce que le classement préférentiel est essentiel. Quelle est la nature des épreuves de manière générale et surtout quel est le poids des épreuves de langue et de français qui sont manifestement des épreuves pas négligeables? Alors, donc, pour les épreuves écrites, il y a environ 7 épreuves de 4 heures chacune. Alors, je peux parler du concours MP, donc, que je connais mieux peut-être que les autres. Donc, dans ce concours, il y a 2 épreuves de mathématiques, 2 épreuves, chacune de 4 heures, de physique-chimie, une épreuve d'informatique ou de sciences industrielles suivant l'option choisie, et enfin 2 épreuves communes au concours des CCP, que sont l'épreuve de langue et l'épreuve de français philo.
Donc voilà un petit peu le panorama avec des coefficients qui, par exemple pour les épreuves communes, sont de 20% de la note totale si on compte écrit oral. Vous êtes créateur d'épreuves, comment ça se passe? Un petit peu, est-ce que vous pouvez nous donner les dessous des concours? Comment ça se passe? Vous sollicitez les enseignants longtemps à l'avance? Alors, donc moi, en tant que président, je trouve les concepteurs de sujets. Je veille ensuite à ce que les sujets soient testés, ce que les sujets soient conformes au programme. Entre présidents, on se distribue la tâche aussi de faire un autre test. On a aussi l'aide des inspecteurs généraux qui vont donner un avis sur les concours, donc sur les sujets. Donc vraiment, c'est des sujets qui sont testés le plus possible, de façon à être conformes au programme et bien sûr d'être le plus clair possible. Alors moi, ce que je donne comme consigne à mes donneurs de sujets, c'est de faire des sujets qui ne soient pas trop difficiles, qui soient vraiment dans la moyenne. Il faut idéalement que les élèves, la moyenne soit de 10, 12. C'est pas grave si on a peut-être 20% des élèves qui ont 20, parce que de toute façon, ces élèves-là vont peut-être choisir d'autres écoles. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment identifier dans le cœur du peloton les élèves pour vérifier qu'ils ont les compétences nécessaires minimales pour rentrer dans une école d'ingénieur. Donc vraiment, les épreuves des concours communs polytechniques sont des épreuves qui sont conformes au programme. Il n'y a pas de piège, c'est pas des épreuves infaisables, etc. Donc, et abordables. Alors, tout à fait, voilà, c'est l'idée. Voilà. Alors, une fois que vous avez testé ces compétences à l'écrit, certains sont reçus, et vous testez ces compétences à l'oral. Comment ça se passe, les épreuves? Vous êtes jury. Qu'aimez-vous n'aimez-vous pas chez les candidats? Déjà, je dois dire, donc, par exemple, en MP, mais c'est le cas des autres filières, donc c'est 7000 candidats qui passent l'écrit. Il y en a 5000 qui sont admis à l'oral, donc on a 2 chances sur 3 d'être admis à l'oral. Et une fois qu'on est admis à l'oral, on est sûr d'avoir une proposition d'une école. Ça, c'est voilà. Donc il faut y aller sans être stressé. Donc ensuite, c'est sûr que si on veut plutôt telle école que telle autre, ça vaut le coup de donner un petit effort. Et donc ces épreuves orales, eh bien, c'est le même état d'esprit que pour les écrits. Il n'y a pas de piège. Il suffit de bien connaître son programme, de connaître le cœur du programme, d'y aller de façon décontractée. Et donc pour réussir, il faut être dans une démarche scientifique. Il est important aussi peut-être de bien gérer l'interaction avec l'examinateur. L'examinateur a pour consigne de faire en sorte que le candidat donne le meilleur de lui-même. Donc il faut être réceptif, permettre à l'examinateur de donner quelques coups de pouce de temps en temps, c'est pas du tout déshonorant. L'idée c'est d'aller jusqu'au bout de l'exercice donné, et donc il ne faut pas hésiter à avoir une attitude scientifique, faire part de son cheminement pour la réflexion. Si on ne sait pas, on me dit voilà, je cherche dans telle direction. Donc il faut vraiment être ouvert et prendre ça comme un exercice intéressant. Je pense que c'est le secret pour bien réussir son oral. Et quand on est un petit peu introverti, qu'on a peur d'affronter c'est sûr que le stress peut, encore une fois, faire en sorte que le candidat se ferme. Donc moi, je conseille vraiment d'avoir confiance aux examinateurs. Encore une fois, la consigne qu'il leur a donnée, ils le font très naturellement, c'est d'être bienveillant, d'aider au maximum le candidat à donner ce qu'il a de mieux et pour vérifier qu'il a les compétences nécessaires. Voilà. Ça vaut également pour le type, la présentation du type, le jury, parce que là, on a bossé son sujet pendant un an quand même. Voilà. Alors le TIPE, donc ça, il s'agit d'une épreuve commune à plusieurs concours. Donc les CCP ne sont pas les seuls maîtres d'œuvre. Alors là, il faut être conscient que 50% de la note consiste à extraire une information d'un dossier scientifique. Donc, un conseil, c'est de ne pas négliger ces 50% de la note du TIPE. Ensuite, il y a le travail qui est effectué tout au long de l'année. Donc ça, c'est important d'y avoir investi du temps, de l'énergie. Mais il ne faut pas négliger la restitution orale devant le jury. Moi, j'ai été examinateur pendant un temps des TIPE. Et j'ai constaté que des élèves qui s'étaient beaucoup investis avaient une note moyenne parce qu'ils avaient mal restitué à l'oral, enfin ils n'avaient pas été convaincants. Et à contrario, des élèves qui faisaient très bon exposé avaient une note tout à fait correcte, sans qu'il soit toujours possible de vérifier qu'ils aient passé le même temps que d'autres. Donc il est très important de travailler
La communication, bon, c'est quelque chose aussi d'important dans le métier d'ingénieur, hein, et donc c'est ce qu'on va évaluer aussi lors de ces ITPE. Savoir travailler en projet, ça implique des notions de travail d'équipe et de restitution de restitution orale, sans négliger bien sûr le fond du travail. Vous avez un souvenir d'un TIPE qui vous a marqué ou d'un candidat qui vous a marqué? Vous parliez justement de ces TIPE, de candidats qui n'avaient pas su restituer leur travail, qui à l'écrit était remarquable. Alors là, je ne pourrais pas donner de détails précis, mais c'est vrai que certains lycées vont préparer de façon très intensive leurs candidats à la restitution orale, et d'autres, moi j'ai le souvenir d'élèves qui n'étaient pas du tout préparés à l'oral, et pourtant c'était des élèves compétents sur le plan scientifique. Hein. En particulier, on a un certain nombre d'élèves étrangers qui, eux, ne sont pas du tout préparés. Et voilà, j'ai ce souvenir de ces élèves qui étaient bons, mais qui n'avaient pas du tout été préparés pour l'oral. Et là, bon, on leur donne des notes qui sont pas très bonnes, alors qu'ils mériteraient mieux avec un peu d'entraînement. Voilà. Donc on peut s'entraider en famille, oui, s'entraider devant la glace. Tout à fait. Non, il ne faut pas négliger cet aspect communication. C'est très important. Donc vous avez donné quelques pistes pour booster sa note à l'oral. Il y a un moment fondamental dans la vie d'un topin, c'est évidemment ce classement idéal qui doit être effectué début juillet, sur les 3 premières semaines de juillet. On fait face parfois à un nombre incommensurable d'écoles dans ces choix. Avez-vous des conseils à prodiguer? Alors, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de vraiment se poser la question, quel est mon goût? Qu'est-ce qui va me plaire dans les 3 ans d'école d'ingénieur? Et certains élèves vont choisir une école parce qu'elle est soi-disant plus cotée, sur l'espèce de rang une tradition orale qui s'auto-entretient, hein, plutôt que de se poser vraiment la question, est-ce que ce qui est enseigné correspond à mon goût? Par exemple, les concours communs polytechniques donnent accès à des écoles qui vont privilégier l'approfondissement d'une discipline scientifique. Bon, d'autres concours vont donner accès à des écoles plus généralistes et qui vont privilégier plutôt la gestion de projet. Bon. Ben, il s'agit de se demander qu'est-ce que j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai envie de m'approfondir un domaine scientifique parce que ça m'intéresse? Est-ce que j'ai envie plutôt de faire de la gestion de projet? Bon, il faut de tout pour faire un ingénieur, hein, c'est très multiple. Mais il est important de se poser cette question. Qu'est-ce que je préfère, plutôt que de dire « Ah, celle-là, elle est un petit peu plus cotée que celle-là, etc. » Donc moi, j'encourage les élèves à vraiment se projeter dans l'avenir, parce que le choix d'une école va être déterminant pour la carrière, et plutôt faire quelque chose qui plaît, même si l'école est réputée peut-être un petit peu moins cotée qu'une autre, quoi. Voilà. Donc c'est très important de faire un examen personnel de ce qu'on est. Alors si on fait abstraction de cette réputation qui n'est pas toujours fondée parfois, qui se colporte de génération en génération, est-ce qu'il ne vaut pas mieux regarder, prenons l'exemple de l'ENSET, regarder les cursus et les majeurs de fin de cursus ingénieur, pour voir éventuellement, pour essayer de se projeter et donner du sens à son projet professionnel? Voilà, alors moi je peux donner l'exemple de l'ENSET en particulier. Bon, j'enseigne la mécanique des fluides, je suis dans le département de mécanique des fluides. Moi je vois que les élèves qui sont dans ce département sont venus là par choix. Ils ont vraiment fait une démarche. La mécanique des fluides les intéressait, et donc la plupart, ou l'environnement, ou l'énergie, et donc la plupart sont là vraiment par choix. Mais c'est vrai que dans d'autres écoles, il se peut que l'on choisisse par le rang, et qu'ensuite on se rende compte que ça ne correspond pas forcément, quoi. Donc vraiment, il faut se renseigner sur les métiers qu'il y a derrière, pour voir est-ce qu'on veut plutôt faire des sciences, est-ce qu'on veut plutôt faire la gestion de projet, voilà, donc c'est important de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est un petit peu comme APB, on a un rang 1, rang B, il ne faut pas se tromper, hein. Si on rate, on prend. C'est exactement ça. Est-ce que vous avez justement des conseils, parce que c'est souvent compliqué pour les candidats? Ils ont déjà vécu avec APB, et maintenant ils remettent ça avec SCI. C'est la même chose, il faut mettre le classement de ce que l'on souhaite en faisant complètement abstraction des chances que l'on peut avoir d'avoir telle ou telle école. Il faut vraiment dire, dans l'absolu, voilà, je fais mon classement. Hein. Il ne faut pas dire, je ne mets pas ça parce que je ne peux pas l'avoir. C'est vraiment... et se poser la question, est-ce que ce que je mets, je me projette, je vais dans cette école, est-ce que ça va me plaire, est-ce que ce qui est enseigné me correspond, etc. Il faut vraiment faire... Est-ce qu'il faut classer toutes les écoles où on est admis? Oui, plus on classe d'écoles, mieux c'est. Oui. Une longue liste. Hein.
Oui, oui, bah, bon, c'est un petit peu de temps, mais se renseigner. De toute façon, se renseigner sur ce qui est enseigné dans les écoles, c'est toujours intéressant hein, pour comparer les écoles entre elles. Beaucoup d'écoles ont des cursus, même si elles sont classées différemment, qui sont semblables. Hein. Les enseignants sont les mêmes finalement. Hein. Donc aller dans telle ou telle école, elles diffèrent de par ce qu'elles enseignent, plutôt que vraiment par leur niveau. Olivier Thual, merci infiniment d'avoir répondu à toutes les questions des Taupins et à très vite pour une autre émission Studyrama TV.